La politique d'Aristote, livre second, chapitre 6, sommaire. Examen de la constitution de Lacédémone. Critique de l'organisation de l'esclavage à Sparte. Lacune de la législation lacédémonienne à l'égard des femmes. Disproportion énorme des propriétés territoriales causées par l'imprévoyance du législateur. Conséquences fatales, disette d'homme. Défaut de l'institution des efforts. Défaut de l'institution du Sénat. Défaut de l'institution de la royauté. Organisation vicieuse des repas communs. Les amiraux ont trop de puissance. Sparte, selon la critique de Platon, n'a cultivé que la vertu guerrière. Organisation défectueuse des finances publiques. On peut, à l'égard des constitutions de Lacédémone et de Crète, se poser deux questions qui s'appliquent aussi bien à toutes les autres. La première, c'est de savoir quels sont les mérites et les défauts de ces États, comparés au type de la constitution parfaite. La seconde, s'ils ne présentent rien de contradictoire avec le principe et la nature de leur propre constitution. Dans un État bien constitué, les citoyens ne doivent point avoir à s'occuper des premières nécessités de la vie. C'est un point que tout homme accorde. Le mode seul d'exécution offre des difficultés. Plus d'une fois, l'esclavage des Pénestes a été dangereux aux Thessaliens, comme celui des Ilotes aux Spartiates. Ce sont d'éternels ennemis, épiant sans cesse l'occasion de mettre à profit quelque calamité. La Crète n'a jamais eu rien de pareil à redouter, et probablement la cause en est que les divers États qui la composent, bien qu'ils se fassent la guerre, n'ont jamais prêté à la révolte un appui qui pouvait tourner contre eux-mêmes, puisqu'ils possédaient tous des serfs périessiens. Lacédémone, au contraire, n'avait que des ennemis autour d'elle, la Messénie, l'Argolide, l'Arcadie. La première insurrection des esclaves chez les Thessaliens éclata précisément à l'occasion de leur guerre contre les Achéens, les Pérèbes et les Magnésiens, peuples limitrophes. S'il est un point qui exige une laborieuse sollicitude, c'est bien certainement la conduite qu'on doit tenir envers les esclaves. Traités avec douceur, ils deviennent insolents et osent bientôt se croire les égaux de leur maître. Traités avec sévérité, ils conspirent contre eux et les abhorrent. Évidemment, on n'a pas très bien résolu le problème quand on ne sait provoquer que ces sentiments-là dans le cœur de ces ilotes. Le relâchement des lois lacédémoniennes à l'égard des femmes est à la fois contraire à l'esprit de la Constitution et au bon ordre de l'État. L'homme et la femme, éléments tous deux de la famille, forment aussi, on peut dire, les deux parties de l'État. Ici les hommes, là les femmes. De sorte que partout où la Constitution a mal réglé la position des femmes, il faut dire que la moitié de l'État est sans loi. On peut le voir à Sparte. Le législateur, en demandant à tous les membres de sa République tempérance et fermeté, a glorieusement réussi à l'égard des hommes. Mais il a complètement échoué pour les femmes dont la vie se passe dans tous les dérèglements et les excès du luxe. La conséquence nécessaire, c'est que, sous un pareil régime, l'argent doit être en grand honneur, surtout quand les hommes sont portés à se laisser dominer par les femmes, disposition habituelle des races énergiques et guerrières. J'en excepte cependant les Celtes et quelques autres nations qui, dit-on, honorent ouvertement l'amour viril. C'est une idée bien vraie que celle du mythologiste qui le premier imagina l'union de Mars et de Vénus, car tous les guerriers sont naturellement enclins à l'amour de l'un ou de l'autre sexe. Les Lacédémoniens n'ont pu échapper à cette condition générale. Et tant que leur puissance a duré, leurs femmes ont décidé de bien des affaires. Or, qu'importe que les femmes gouvernent en personne ou que ceux qui gouvernent soient menés par elles, le résultat est toujours le même. Avec une audace complètement inutile dans les circonstances ordinaires de la vie et qui devient bonne seulement à la guerre, les Lacédémoniennes, dans les cas de danger, n'ont pas moins été fort nuisibles à leurs maris. L'invasion thébaine l'a bien montré. Inutiles comme partout ailleurs, elles causèrent dans la cité plus de désordre que les ennemis eux-mêmes. Ce n'est pas au reste sans cause qu'à Lacédémone on négligea dès l'origine l'éducation des femmes.
Retenus longtemps au dehors durant les guerres contre l'Argolide et plus tard contre l'Arcadie et la Messénie, les hommes préparés par la vie des camps, école de tant de vertus, offrirent après la paix une matière facile à la réforme du législateur. Quant aux femmes, Lycurgue, après avoir tenté, dit-on, de les soumettre aux lois, dut céder à leur résistance et abandonner ses projets. Ainsi, quelle qu'ait été leur influence ultérieure, c'est à elles qu'il faut attribuer uniquement cette lacune de la Constitution. Nos recherches ont du reste pour objet non l'éloge ou la censure de qui que ce soit, mais l'examen des qualités et des défauts des gouvernements. Je répéterai pourtant que le dérèglement des femmes, outre que par lui-même il est une tâche pour l'État, pousse les citoyens à l'amour effréné de la richesse. Un autre défaut qu'on peut ajouter à ceux qu'on vient de signaler dans la constitution de Lacédémone, c'est la disproportion des propriétés. Les uns possèdent des biens immenses, les autres n'ont presque rien, et le sol est entre les mains de quelques individus. Ici, la faute en est à la loi elle-même. La législation a bien attaché avec raison une sorte de déshonneur à l'achat et à la vente d'un patrimoine, mais elle a permis de disposer arbitrairement de son bien, soit par donation entre vifs, soit par testament. Cependant, de part et d'autre, la conséquence est la même. En outre, les 2/5 des terres sont possédées par des femmes, parce que bon nombre d'entre elles restent uniques héritières et qu'on leur a constitué des dots considérables. Il eût été bien préférable soit d'abolir entièrement l'usage des dots, soit de les fixer à un taux très bas, ou tout au moins modique. À Sparte, au contraire, on peut donner à qui l'on veut son unique héritière. Et si le père meurt sans laisser de disposition, le tuteur peut à son choix marier sa pupille. Il en résulte qu'un pays qui est capable de fournir 1500 cavaliers et 30 000 hoplites compte à peine 1 millier de combattants. Les faits eux-mêmes ont bien démontré le vice de la loi sous ce rapport. L'État n'a pu supporter un revers unique, et c'est la disette d'hommes qui l'a tué. On assure que sous les premiers rois, pour éviter ce grave inconvénient que de longues guerres devaient amener, on donna le droit de cité à des étrangers. Et les Spartiates, dit-on, étaient alors 10 000 à peu près. Que ce fait soit vrai ou inexact, peu importe. Le mieux serait d'assurer la population guerrière de l'État en rendant les fortunes égales. Mais la loi même relative au nombre des enfants est contraire à cette amélioration. Le législateur, en vue d'accroître le nombre des Spartiates, a tout fait pour pousser les citoyens à procréer autant qu'ils le pourraient. Par la loi, le père de 3 fils est exempt de monter la garde. Le citoyen qui en a 4 est affranchi de tout impôt. On pouvait cependant prévoir sans peine que le nombre des citoyens s'accroissant, tandis que la division du sol resterait la même, on ne ferait qu'augmenter le nombre des malheureux. L'institution des efforts est tout aussi défectueuse. Bien qu'ils forment la première et la plus puissante des magistratures, tous sont pris dans les rangs inférieurs des Spartiates. Aussi est-il arrivé que ces éminentes fonctions soient échues à des gens tout à fait pauvres, qui se sont vendus par misère. On en pourrait citer bien des exemples. Et ce qui s'est passé de nos jours à l'occasion des Andries le prouve assez. Quelques hommes gagnés par argent ont, autant du moins qu'il fut en leur pouvoir, ruiné l'État. La puissance illimitée, et l'on peut dire tyrannique, des efforts a contraint les rois eux-mêmes à se faire démagogues. La Constitution reçut ainsi une double atteinte et l'aristocratie dut faire place à la démocratie. On doit avouer cependant que cette magistrature peut donner au gouvernement de la stabilité. Le peuple reste calme quand il a part à la magistrature suprême, et ce résultat, que ce soit le législateur qui l'établisse ou le hasard qui ramène, n'en est pas moins avantageux pour la cité. L'État ne peut trouver de salut que dans l'accord des citoyens à vouloir son existence et sa durée. Or, c'est ce qu'on rencontre à Sparte. La royauté est satisfaite par les attributions qui lui sont accordées, la classe élevée par les places du Sénat, dont l'entrée est le prix de la vertu. Enfin, le reste des Spartiates par l'euphorie qui repose sur l'élection générale.
Mais s'il convenait de remettre au suffrage universel le choix des efforts, il aurait fallu aussi trouver un mode d'élection moins puéril que le mode actuel. D'autre part, comme les efforts, bien que sortis des rangs les plus obscurs, décident souverainement les procès importants, il aurait été bon de ne point s'en remettre à leur arbitraire et d'imposer à leur jugement des règles écrites et des lois positives. Enfin, les mœurs mêmes des efforts ne sont pas en harmonie avec l'esprit de la Constitution parce qu'elles sont fort relâchées et que le reste de la cité est soumis à un régime qu'on pourrait taxer plutôt d'une sévérité excessive. Aussi les efforts n'ont-ils pas le courage de s'y soumettre et éludent-ils la loi en se livrant secrètement à tous les plaisirs. L'institution du Sénat est fort loin aussi d'être parfaite. Composée d'hommes d'un âge mûr et dont l'éducation semble assurer le mérite et la vertu, on pourrait croire que cette assemblée offre toute garantie à l'État. Mais laisser à des hommes la décision de causes importantes durant leur vie entière est une institution dont l'utilité est contestable, car l'intelligence, comme le corps à sa vieillesse, et le danger est d'autant plus grand que l'éducation des sénateurs n'a point empêché le législateur lui-même de se défier de leurs vertus. On a vu des hommes investis de cette magistrature être accessibles à la corruption et sacrifier à la faveur les intérêts de l'État. Aussi eût-il été plus sûr de ne pas les rendre irresponsables comme ils le sont à Sparte. On aurait tort de penser que la surveillance des efforts garantisse la responsabilité de tous les magistrats. C'est accorder beaucoup trop de puissance aux efforts et ce n'est pas d'ailleurs en ce sens que nous recommandons la responsabilité. Il faut ajouter que l'élection des sénateurs est dans sa forme aussi puérile que celle des efforts et l'on ne saurait approuver que le citoyen qui est digne d'être appelé à une fonction publique vienne la solliciter en personne. Les magistratures doivent être confiées au mérite, qu'ils les acceptent ou qu'ils les refusent. Mais ici, le législateur s'est guidé sur le principe qui éclate dans toute sa constitution. C'est en excitant l'ambition des citoyens qu'il procède au choix des sénateurs, car on ne sollicite jamais une magistrature que par ambition. Et cependant, la plupart des crimes volontaires parmi les hommes n'ont d'autre source que l'ambition et la cupidité. Quant à la royauté, j'examinerai ailleurs si elle est une institution funeste ou avantageuse aux États. Mais certainement l'organisation qu'elle a reçue et qu'elle conserve à Lacédémone ne vaut pas la lection à vie de chacun des deux rois. Le législateur lui-même a désespéré de leur vertu et ces lois prouvent qu'il se défiait de leur probité. Aussi les Lacédémoniens les ont souvent fait accompagner dans les expéditions militaires par des ennemis personnels et la discorde des deux rois leur semblait la sauvegarde de l'État. Les repas communs qu'ils nomment Fiditi ont également été mal organisés, et la faute en est à leur fondateur. Les frais en devraient être mis à la charge de l'État comme en Crète. À Lacédémone, au contraire, chacun doit y porter la part prescrite par la loi, bien que l'extrême pauvreté de quelques citoyens ne leur permette pas même de faire cette dépense. L'intention du législateur est donc complètement marquée. Il voulait faire des repas communs une institution toute populaire et grâce à la loi, elle n'est rien moins que cela. Les plus pauvres ne peuvent prendre part à ces repas et pourtant de temps immémorial le droit politique ne s'acquiert qu'à cette condition. Il est perdu pour celui qui est hors d'état de supporter cette charge. C'est avec justice qu'on a blâmé la loi relative aux amiraux. Elle est une source de dissension car c'est créer à côté des rois qui sont pour leur vie généraux de l'armée de terre une autre royauté presque aussi puissante que la leur. On peut adresser au système entier du législateur le reproche que Platon lui a déjà fait dans ses lois. Il tend exclusivement à développer une seule vertu, la valeur guerrière. Je ne conteste pas l'utilité de la valeur pour arriver à la domination, mais Lacédémone s'est maintenue tout le temps qu'elle a fait la guerre, et le triomphe l'a perdue parce qu'elle ne savait pas jouir de la paix et qu'elle ne s'était point livrée à des exercices plus relevés que ceux des combats. Une faute non moins grave, c'est que tout en reconnaissant que les conquêtes doivent être le prix de la vertu et non de la lâcheté,
Idée certainement fort juste, les Spartiates en sont venus à placer les conquêtes fort au-dessus de la vertu même, ce qui est beaucoup moins louable. Tout ce qui concerne les finances publiques est très défectueux dans le gouvernement de Sparte. Quoique exposé à soutenir des guerres fort dispendieuses, l'État n'a pas de trésor, et de plus les contributions publiques sont à peu près nulles, comme le sol presque entier appartient aux Spartiates. Ils mettent entre eux peu d'empressement à faire entrer les impôts. Le législateur s'est ici complètement mépris sur l'intérêt général. Il a rendu l'État fort pauvre et les particuliers démesurément avides. Voilà les critiques principales qu'on pourrait adresser à la constitution de Lacédémone. Je termine ici mes observations.